Bonjour et bienvenue dans ce Rêves écrits. Au programme de ce numéro, notre sélection des sorties et des rééditions du mois, avec dans cette dernière rubrique de nombreux classiques de la littérature fantastique. Au menu également, les rencontres avec Tony Beaufils et Olivier Gay, ainsi qu'un petit reportage sur le salon Science versus Fiction. C'est parti pour un voyage de plus d'une demi-heure dans les littératures de l'étrange. Kéral poussa le ventail, le vent là-haut comme une arme, mais rien ne bougeait à l'intérieur. Rien sinon quelques mulots, de minuscules formes affolées qui détalèrent devant l'intrus, renonçant à piller davantage un sac de grains éventré ou une miche tombée par terre. Il faisait de plus en plus sombre. Aucun feu dans l'âtre. Kéral en tâta les cendres, froides. Leur odeur se mêlait à d'autres plus habituelles. Le suint et l'urine des bêtes, la paille crottée. Manquait celle de la soupe que la brave Pulchan maintenait toujours prête, complétant selon les besoins. « Où êtes-vous » chuchota-t-il. Il voulait espérer encore, malgré ce silence oppressant, cet abandon flagrant, malgré le parfum douceâtre qui pénétrait ses narines à présent qu'il atteignait le lit. Et il les vit, ses yeux s'étant accoutumés à la pénombre. Un grand corps, maintes fois transpercé, si bien que le sang ruisselant d'abondance avait engorgé la paillasse. Près de Toé, son épouse gisait, les jupes retroussées, la croupe encore offerte. À quel moment lui avait-on brisé la nuque? Pendant qu'on la violait? Avant? Après? Kéral frémit. Il se croyait revenu des années en arrière quand l'éradication l'endeuillait chaque jour à grands coups de massacre. Les motivations divergeaient, mais au final la cruauté ne variait pas. Elle produisait les mêmes fruits, la même horreur. Il se pencha, abaissa les paupières de Pulchan, rabattit de son mieux la pauvre robe, puis se retourna pour chercher les enfants. Il découvrit d'abord l'aîné, morceau après morceau. On avait découpé ses membres pour plonger le tout dans le tonneau de sel. La tête avait été plantée sur le cadavre d'un mouton décapité. Le torse pendait au mur, poitrine traversée par le crochet destiné aux carcasses, ventre ouvert, déversant son chapelet d'entrailles. La houe s'échappa de la main de Kéral. La nausée vint, irrépressible. En attendant les nouvelles inédites qui introduiront la suite de l'œuvre d'Alexandre Astier, J'ai lu publie les textes originaux des premières saisons de Kaamelott. L'occasion de se remémorer les premières aventures presque légendaires d'Arthur et de ses presque valeureux chevaliers. Alors la grande question, c'est à qui s'adresse ce recueil? Les gens qui n'aiment pas Kaamelott ne sont pas concernés, ceux qui ne connaissent pas devraient plutôt se procurer un DVD. Donc finalement le public c'est les fans, les gens qui comme moi connaissent les répliques à la virgule. On va prendre plaisir à lire ce recueil de temps en temps pour trouver des petites différences, petites mais existantes, entre le texte écrit et le texte qu'on découvre à la télévision. Alors, quand j'ai demandé à Joachim et Sally ce qu'ils pensaient de ce recueil, ils m'ont répondu que c'était tout sauf superfétatoire et rempli de cataglottismes immarcessibles. Et vous savez quoi? C'est pas faux. Après plusieurs publications en portugais, l'auteure franco-brésilienne Pauline Alphen s'est lancée en 2009 dans la rédaction d'une œuvre fantastique fleuve, Les Éveilleurs. Il s'agit d'une sorte de Bildungsroman fantastique dans lequel des adolescents en plein apprentissage voient leur univers dévasté par une intervention étrange dont ils sont en partie responsables. Les Éveilleurs, c'est un cycle un peu particulier qui se déroule dans un univers assez indéfinissable. En effet, le premier volume débute dans un univers qui est visiblement de type médiéval fantastique, mais on découvre assez rapidement que nous sommes en fait dans la post-apo. Une grande catastrophe a détruit une grande partie de la civilisation et les gens sont revenus dans un monde beaucoup plus primitif. Alors c'est un Bildungsroman, donc ce qu'on appelle un Bildungsroman, un roman d'apprentissage, dans lequel des adolescents vont commencer à découvrir, à prendre conscience des pouvoirs qui les habitent et de leur capacité à influer sur l'univers qui les entoure. Sa spécificité, c'est qu'il se termine de façon très brutale, avec une espèce de grande scène catastrophe à la fin du roman, et qui laissait plein de choses inachevées, et donc beaucoup de curiosité. Le deuxième volet, qui s'appelle Ailleurs, est pour le coup un peu décevant, ou du moins très surprenant. En effet, il ne se passe pas grand-chose, il est beaucoup plus métaphysique qu'actif, et il peut poser quelques difficultés au lecteur. Néanmoins, c'est l'occasion de découvrir la qualité de la plume de Pauline Alphen, car elle parvient malgré tout, malgré les difficultés inhérentes à ce qu'elle raconte, à mettre en scène des séquences absolument inoubliables.
Et le troisième volet, l'Alliance, qui est sorti récemment, reprend en fait la trame du premier volet. On récupère nos personnages après leur errance à droite à gauche. Et surtout, on reprend nos questionnements du premier volume et leur développement. On se rajoute de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, de nouvelles complexités. Et la plume de Pauline Alphen est toujours aussi sublime pour raconter ses aventures. C'est assez étonnant, c'est brillant et ça mérite d'être découvert. Dragon des Brumes, le troisième tome de la série Chronique de la Mort Blanche de Nicolas Clouzot vient de sortir aux éditions Galapagos. L'occasion pour nous de parler de cette série. Chronique de la Mort Blanche nous parle d'un pays, l'Orlandie, au sein duquel une région nommée les Franches Féeriques abrite tous les êtres magiques de ce monde. Le premier problème, c'est qu'une maladie ravage ces Franches Féeriques, une maladie qui ne s'en prend qu'aux êtres magiques. Le second problème, c'est qu'en Orlandie, magie et technologie sont intimement liées, et que quand la magie périclite, la technologie ne suit plus. À partir de ce moment-là, les pays voisins se demandent comment ils vont faire pour mettre la main sur ce pays, certes petit, mais riche. À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy. Et oui, les aventures de la plus célèbre des exterminatrices de vampires nous reviennent chez Milady sous forme de nouvelles. Ah Buffy, quelle série géniale, quel film dégueulasse, toute ma jeunesse. À ses grandes heures, la tueuse avait eu le droit à quelques romans qui étaient parus de façon très anarchique. Donc Castelmore les a compilés et, c'est à noter, y a ajouté des inédits. On a plusieurs sortes de romans, on a ceux qui reprennent mot pour mot un épisode, c'est le cas de La Moisson. On a ceux qui sont des aventures complètement inédites, et on a ceux qui prennent un épisode connu, mais qui nous le font voir avec un point de vue différent. Éditrice de talent et novelliste reconnue, Nathalie Do signe ce mois-ci chez Asgard le premier tome de La Somme des Rêves. Une fantaisie médiévale et inspirée qui, par la qualité de sa plume et de ses audaces narratives, sort des sentiers battus. Il y a des livres qui, à la lecture, personnellement, m'évoquent une musique. La Somme des Rêves de Nathalie Do m'évoque immanquablement une couleur, le bleu. C'est un livre bleu, comme la couverture, comme la magie de ces mages de l'équilibre qui sont paradoxalement au cœur du roman alors que le livre s'ouvre sur leur quasi-destruction. Bleu comme la froideur des ciels d'hiver qui s'abattent sur ce roman, bleu comme la froideur du cœur de la mère de Cerdric, qui le déteste à un point inimaginable. Bleu encore comme les actions réfléchies et absolument pas émotives du jeune Cérédan et de son mentor. Et bleu finalement comme l'acier froid de certaines scènes, de certaines descriptions violentes, particulièrement soutenues et particulièrement difficiles. La Somme des Rêves est ainsi faite, construite autour d'un personnage qui va de désillusion en désillusion, qui peine à trouver l'amour. Mais la plume acérée, précise de Nathalie Do fait miracle. On sent que cet univers, elle le porte en elle depuis très longtemps, et qu'elle nous le livre, là, pour nous le faire partager. Et rarement le désarroi d'un personnage aura été porté avec autant d'éclat. À peine morte, Solange se retrouve engagée comme chair à canon dans les armées divines. C'est le début de ses aventures en tant qu'ange dans L'Aube de la guerrière de Vanessa Terral, publiée aux éditions du Chat Noir. Les histoires d'anges sont très à la mode en ce moment. Ce qui rend celle-ci différente, c'est son cynisme. Le paradis n'est pas un jardin des plaisirs, c'est un bataillon avec toute sa hiérarchie. Et Solange, elle fait partie des troufions qu'on envoie au casse-pipe. Ce livre est empreint d'une charité contestable. Les naufragés de l'Apocalypse nous arrivent sous la plume de Bernard De Giovanni aux éditions Percé. On y trouvera des personnages courageux et une histoire plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Quelques siècles après l'Apocalypse, les survivants ont recréé des micro-sociétés qui vivent selon le modèle médiéval. Alors on va suivre deux de ces groupes. Du nord, le vicomte de Toul emmène ses gens vers le sud pour fuir la peste. Et du sud, du Sahara, on a tout un groupe qui remonte devant l'avancée des sables. Alors ils vont vivre des aventures, évidemment ils vont finir par se rencontrer. Alors vous me direz, rien de nouveau sous le soleil? Bah si, le dernier tiers du livre, où l'auteur part dans une réflexion assez poussée sur les multivers, donc les mondes parallèles, et nos héros, qu'on croyait tranquillement dans une aventure post-apo, se retrouvent dans quelque chose de bien plus compliqué. Pour ça, c'est un livre qu'il faut découvrir. Quel est le rapport entre le donjon de Naolbok, le métal symphonique et la littérature? Réponse, Tony Beaufils. Le célèbre orc au banjo nous décline son cantis en version romanesque.
Alors, je suis Tony Beaufils, je suis musicien. On me connaît surtout comme l'orque de Nullbuck, l'orque qui a des crocs comme ça, donc dans le Null Band. Je suis le créateur du groupe Cantis, qui fait de la science-fiction en métal symphonique. L'histoire qui est racontée dans Cantis vient de sortir en roman. Je suis passé du métal au roman simplement en développant une histoire. Donc cette histoire qui est racontée dans Cantis, c'est un concept album. Déjà ça va déborder sur plusieurs albums et j'ai tout simplement trouvé que le concept méritait de plus que quelques chansons parce qu'il y avait vraiment une histoire. J'ai voulu raconter une histoire très développée et c'est avec la rencontre avec Marie Fontaine, qui elle est vraiment écrivain, qui a permis l'adaptation de ce concept album en roman. Alors avec Marie Fontaine, on a travaillé sous forme de va-et-vient, on va dire, c'est-à-dire j'ai d'abord proposé le concept avec l'histoire générale que je lui ai traduit, puisque c'est d'abord des chansons en anglais. Je lui ai expliqué les grandes lignes. On a ensemble travaillé sur un synopsis qu'on a développé, qu'on a rendu plus intéressant, parce qu'effectivement ce que j'ai pu raconter dans un album, il y avait des trous entre les chansons, il n'y avait pas forcément toujours des choses du meilleur goût au point de vue scénaristique. On a développé l'histoire ensemble. Ensuite, elle a écrit des chapitres, 1, puis 2, puis 3. Et je surveillais, je faisais un peu mon chef de projet. Je pouvais être très casse-pied d'ailleurs par moment. Et on trouvait des compromis aussi sur nos deux visions de la science-fiction, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais on a trouvé une harmonie, un mariage de deux styles. Les références, ça va être assez dur d'être exhaustif, parce qu'il y en a beaucoup évidemment. Pour tout ce qui est le côté super monde avec plein de bestioles, plein de choses différentes, il y a évidemment le Star Wars que j'ai vu quand j'étais petit et beaucoup. Les sagas de Asimov, etc., de Jack Vance, beaucoup. Il a fait beaucoup de mondes bizarres, le côté grand voyage. En musique, effectivement, Cantis est né et s'inscrit dans une lignée. Celle des Rhapsody, des Fairyland, ce sont des groupes qui déjà racontent des histoires, mais eux c'est plus de l'heroic fantasy à la Tolkien. Blind Guardian a fait ça beaucoup aussi. Et moi j'ai voulu faire un peu ce genre de choses, d'abord donc musicalement, mais plutôt dans de la science-fiction, encore une fois, avec le côté du space opéra. Voilà, donc les références elles sont innombrables. Là j'ai pas d'exemple, ou même l'histoire sans fin par exemple, pour le côté Grande Terre Infinie de Cantis. L'histoire sans fin peut être un truc clé, aussi. L'univers Cantis, c'est un monde plat, infini, sur lequel plein de choses sont possibles. On peut même dire tout. Notamment, on a la présence de méganthropes, c'est-à-dire des personnages qui peuvent manipuler la matière à volonté, faire de la télékinésie, mais vraiment de manière très profonde. Ils peuvent transformer par exemple un rocher en vaisseau spatial, ce genre de choses. Et des tas d'autres races extraterrestres, et voilà, ça fait beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de créatures différentes. On a voulu faire un monde sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de s'interdire d'être trop dans l'anthropocentrisme, c'est-à-dire d'imaginer tout ce qui pouvait faire des extraterrestres, en essayant, j'ai bien essayé, parce qu'effectivement on est des humains, on va pas faire croire qu'on sait ce que sont des extraterrestres, que sont leur philosophie, mais c'était vraiment un des cœurs de notre écriture, c'est d'imaginer comment éviter les clichés d'un roman humain où il y aurait par exemple des gentils, des méchants, des voleurs, des choses comme ça. Je me suis dit, il y a un kleptomane dans l'histoire. Mais globalement, on a essayé de fuir un tas de clichés. Et je pense que peut-être ça donne une cohérence à tout ça, parce que tous nos personnages sont bizarres à égalité, mais chacun bizarre de leur façon. Grâce au travail conjoint de Tony Beaufils et Marie Fontaine, appuyé par les nombreuses illustrations de Mathieu Coudray, ce Cantis est incontestablement une réussite. N'hésitez pas à vous lancer dans cet univers de SF déjanté. Joachim et Sally ont fait Les Égoïstes. Ils ont gardé les suites puisqu'il y avait beaucoup de livres. Mais on a tout de même 3 bons livres de poche à vous présenter. Alors moi je commence, ça c'est mon grand coup de cœur poche, c'est L'Arpenteur des mondes, prix Masterton 2001, donc ça vient de passer en poche. C'est une histoire, satanique, le diable a une grande part, c'est pas gay, il y a plein de morts, tu vas adorer ça. Tu vas adorer ça, je suis certain que tu vas adorer ça. Ça a été élu meilleur roman de la décennie. Faut oser mettre ça au dos d'un roman, je sais pas par qui, mais en attendant il est vraiment très bon.
On a les nouvelles aventures du Docteur Who, la lune du chasseur, mais c'est pas du tout une aventure typique du Docteur. C'est inspiré, je crois, des chasses du comte Zaroff, non? Exactement, c'est exactement ça. Et pour finir, je te propose Rouge de Christine Cachor, l'histoire d'une femme à la chevelure de feu. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Et ben elle envoûte les hommes avec. Et du coup, elle hésite où elle suit un destin un peu difficile, où elle s'enfuit. Dans sa collection imprimodique, Brajlon continue de nous offrir les grands classiques de son catalogue. C'est aujourd'hui le tour de Dragon déchu de Peter F. Hamilton. Ce space opéra volumineux et dense évoque la vie de Lawrence Newton, jeune héritier promis à un brillant avenir mais qui finit, 20 ans plus tard, comme simple soldat au service d'une multinationale. Dragon déchu est un roman de science-fiction qui a la particularité de présenter une histoire intemporelle placée dans un univers spécifique. L'avantage, c'est que comme les enjeux majeurs dramatiques ne sont pas inhérents au genre, l'ouvrage est beaucoup plus disponible pour le public un petit peu réticent à la science-fiction. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut occulter tout le travail de Peter Hamilton au sujet de son univers. Son univers est fouillé, est très dense, est très complexe, et surtout, il s'intéresse à une question rarement abordée dans la SF et qui est pourtant très intéressante, qui est celle de la rentabilité. Hamilton part d'un principe très simple, les voyages dans l'espace vont coûter une fortune, des milliards, et à un moment ou à un autre, il faudra bien rentabiliser cette aventure. Et comment faire? Et sa solution, elle passe par justement ces aventuriers de l'espace. Parce que ce ne sont pas des Christophe Colomb à la découverte de monde, ce sont plus des Bob Denard, des mercenaires qui sont là pour s'assurer du retour sur investissement des compagnies qui les emploient. Le premier tome de l'intégrale de la romance ténébreuse de Marion Zimmer Bradley nous arrive chez Pocket. Les romans sont ici classés par ordre chronologique. On retrouve donc dans ce tome 1 La planète au vent de folie, Reine des orages et La belle fauconnière. On a encore un grand classique de Marion Zimmer Bradley. Donc normalement c'est des chroniques, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Là on a les premiers tomes, on a la genèse. C'est un vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète et les humains vont avoir un choix à faire. Est-ce qu'on essaye de réparer avec les moyens du bord? Est-ce qu'on essaye de s'intégrer à cette planète, à sa faune, à sa flore, à ses autochtones? Et c'est parti pour une bonne vingtaine de tomes. Jake, Casey, Rachel, Marco et Tobias reviennent pour vaincre les Yeerks chez Gallimard Jeunesse. Vous ne voyez pas de qui je parle? Des Animorphes de Catherine Applegate, une réédition qui va en ravir plus d'un. Animorph, c'est une série de ma génération. Mais attention, on vous dit parfois que les livres jeunesse peuvent être lus par des adultes. Ici, c'est pas le cas. La série vise vraiment un public type collège, voire primaire. Howard Lovecraft, maître de l'horreur, nous revient chez J'ai lu avec Les Contrées du rêve. Tremblez, mortels, car même votre sommeil n'est plus sûr. Ce qui est marrant avec Seb, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un grand ancien à chroniquer, je pense à Lovecraft, à Barjavel ou à d'autres, c'est souvent à moi qui pense. Je pourrais en prendre ombrage, mais enfin finalement, comme c'est des auteurs que j'aime bien, ça ne me dérange pas plus que ça. Les Contrées du rêve de Lovecraft, qui ressortent actuellement, forment un ouvrage très particulier chez Lovecraft, qui était assez intéressant de découvrir. Lovecraft était un misanthrope terrible, il détestait tout le monde, il vivait reclus en Nouvelle-Angleterre. Et les Contrées du rêve, pour lui, étaient un moyen de s'évader de cette vie qu'il n'aimait pas, sans pour autant tomber dans la grandiloquence du mythe de Cthulhu, de Nyarlathotep et de tous les autres. Alors c'est pas ce que je préfère chez Lovecraft, parce que il y a vraiment des morceaux qui évoquent plutôt les mémoires d'un opiomane plutôt que celles d'un écrivain. Mais c'est assez curieux, les fans de Lovecraft y trouveront leur compte. Des fleurs pour Algernon a été de multiples fois primé depuis sa première parution sous forme de nouvelle en 1959. J'ai lu nous offre aujourd'hui une édition augmentée de ce classique de Daniel Keyes. Pour ceux qui connaîtraient déjà, on va commencer par dire qu'on est là en présence d'une édition augmentée, donc en plus du texte original, vous allez avoir le droit à 2 petites nouvelles. Pour ceux qui connaissent pas, Des fleurs pour Algernon, c'est une des histoires les plus tristes qui soient. Des scientifiques ont réussi, artificiellement, à augmenter l'intelligence d'une souris, Algernon, qui a vu ses capacités intellectuelles multipliées par 10. Et ces scientifiques décident de tenter l'expérience sur un volontaire, Charlie, qui a un débile léger au début de l'aventure. Et on va suivre, dans le journal de Charlie, cette ascension vers les sommets, puisqu'il va même dépasser intellectuellement les scientifiques qui mènent l'expérience. Il va finir par s'enfuir avec sa souris, et au bout d'un moment, il va découvrir que les capacités de sa souris diminuent petit à petit. Et de même qu'on a suivi son ascension, on va suivre sa déchéance.
Vous avez compris, c'est pas gay du tout. Et ce personnage n'a aucune chance. Pour finir sur une note plus gaie, on va signaler que Des fleurs pour Algernon est actuellement au théâtre à Paris, que les premières critiques sont très bonnes. Alors on espère pouvoir aller voir ça pour vous en dire plus, mais vous pouvez d'ores et déjà vous laisser tenter. Avec le cycle des robots, les éditions J'ai lu rééditent un classique de la SF. Ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre d'Isaac Asimov peuvent ainsi commencer à la découvrir au format poche. Isaac Asimov a créé un véritable mode de pensée en science-fiction. Les 3 lois de la robotique sont d'ailleurs toujours d'actualité dans les livres qui en parlent. Le cycle des robots n'est pas vraiment un roman fleuve à proprement parler. C'est plutôt une suite de petites nouvelles qui s'imbriquent les unes dans les autres ou les unes à côté des autres et qui nous parlent tantôt des sentiments des robots, tantôt des comportements des robots, mais le plus souvent des comportements humains face à ces robots. La deuxième occurrence du festival Science vs Fiction s'est déroulée le 22 septembre à Puteaux. Organisée par l'Association des paralysés de France, cette manifestation avait pour ambition, au travers de rencontres et d'activités variées, de flirter avec la frontière de plus en plus ténue qui sépare le rêve technologique de la réalité. Ce festival a pour origine un athlète handisportif, Oscar Pistorius, qui s'est proposé lors de compétitions avec des prothèses en carbone. Elle a été refusée parce que ces prothèses lui apportaient un avantage certain pour la course. Et en fait, cet athlète nous a donné l'idée de conduire ce festival pour montrer que les nouvelles technologies étaient arrivées dans la vie de tous les jours et pouvaient améliorer le quotidien de tout le monde. Alors la science, toujours un bienfait ? Nous avons profité de la présence de nombreux invités pour les interroger sur la question de l'éthique et les risques de dérive engendrés par une science qui va de plus en plus vite. Donc tu m'as demandé s'il y avait des problèmes à développer la science. Et j'aurais tendance à répondre qu'il n'y a pas de problème à développer la science. Il n'y en aura jamais la science. En revanche, il y a des sciences qui peuvent poser effectivement de petits problèmes éthiques. Mais pour moi, fondamentalement, la science, c'est un marteau. C'est-à-dire que ça sert à planter des clous. S'il y a une main qui prend le marteau et qui tape sur la tête de quelqu'un avec, c'est pas la faute du marteau, c'est la faute de la main. La science, c'est quelque chose d'absolument merveilleux et positif qu'il faut continuer à développer. Tout dépend des personnes en fait qui vont utiliser les nouvelles inventions ou les nouvelles découvertes. On voit là la robotique, que ce soit mobile ou autre, actuellement c'est utilisé. On voit beaucoup de choses qui se font dans le domaine militaire, donc après ça peut être interprété différemment par certaines personnes. Ça permet d'éviter par exemple d'envoyer des hommes au combat, par contre ça peut tuer des gens, donc voilà, c'est un peu un compromis, un peu difficile à analyser, mais c'est une question qui de toute façon est étudiée, même nous dans nos milieux chercheurs robotiques, il y a des conférences dédiées sur la robotique et l'éthique. Alors sur le problème des scientifiques qui vont un petit peu trop loin, le seul garde-fou que l'on ait, parce qu'on assiste à des débordements à l'heure actuelle, les biologistes travaillent sur les généticiens et les biologistes travaillent sur des projets fous. Donc il faut prévoir dès maintenant un garde-fou, et je crois que ce garde-fou, c'est la raison. La raison il ne faut pas que les scientifiques se laissent captiver par leurs propres découvertes, qu'ils soient prisonniers de leurs découvertes et qu'ils veuillent aller plus loin. Je ne pense pas que la science-fiction ait une mauvaise influence sur la science et amène les scientifiques à aller au-delà des limites qu'ils ne devraient pas franchir, tout simplement parce que entre science et science-fiction, il n'y a pas une liaison aussi intime qu'on veut bien le dire. Il y a très peu de romans de science-fiction qui sont en fait des romans scientifiques. Je ne connais pas d'exemple où un auteur a été plus loin que les scientifiques dans le domaine de la recherche ou de l'hypothèse. La science rattrapera-t-elle un jour les visions d'auteurs comme Asimov ? Quelle que soit la réponse, et sauf si l'apocalypse technologique a bien lieu, Science versus Fiction vous donne rendez-vous l'année prochaine. Avec cette fois encore une organisation bien aidée par la présence rassurante et efficace des gars de la 501e. Oui, cette convention est vraiment super intéressante, surtout grâce aux impériaux
qui sont gentils, prévenants, qui ont tout bien organisé. Mais vraiment avec une grandeur d'âme et de cœur, c'est magnifique, c'est super. Si vous êtes de la région lyonnaise, sachez que les 3 et 4 novembre prochains se tiendra le Salon du Vampire 2012, organisé, ça ne s'invente pas, par le Lion Beefsteak Club. Alors cette année, il est essentiellement consacré à la commémoration du centenaire de la mort de Bram Stoker. Il y aura donc des animations, des films, du théâtre, des conférences, et notamment la présence de Simon Sanaoujas. Moi, je suis là pour vous parler d'un festival jeunesse qui se déroulera du 28 novembre au 3 décembre, le Salon de Montreuil. Cette année, le thème c'est l'aventure et l'accent sera mis sur les œuvres graphiques, notamment les mangas. Le Salon Fantastique se tiendra du 25 au 28 octobre sur les Champs-Élysées à Paris. Soulignons l'audace et l'ambition de ce salon qui, pour la première occurrence, accueille de nombreux éditeurs, autant de littérature que de jeux de rôle ou de bandes dessinées. On leur souhaite bonne chance. Du 7 au 12 novembre se déroule déjà la 13e édition des Utopiales à Nantes. L'invité d'honneur cette année, c'est Neil Gaiman, scénariste de BD. Alors il y a plein d'activités dans cette convention, notamment des choses assez méconnues. Il y a du cosplay par exemple. Il y a bien sûr de la BD, des romans, des dédicaces, des tables rondes, des conférences. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je voulais également profiter de cette occasion pour parler de Nouveau Monde, un fanzine internet qui est sorti depuis juillet et qui vous propose en près de 340 pages 13 nouvelles, chacune illustrée par des illustrateurs spécifiques, et chaque nouvelle se terminant par une petite interview ou de l'auteur ou du dessinateur. C'est assez pertinent, c'est assez inhabituel et ça mérite vraiment d'être découvert. Après une guerre qui a quasiment détruit l'Amérique du Nord, les survivants ont créé une nouvelle civilisation adoptant les codes victoriens. Mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, à commencer par les punks et les morts. Bienvenue à New Victoria de Lia Abel, qui paraît conjointement aux éditions Brajlon et Castelmore. New Victoria, c'est avant tout un mélange de genres. On retrouve une société dystopique prenant modèle sur l'ère victorienne, des zombies et bien sûr un peu d'amour. Un livre passerelle, pas seulement destiné aux plus jeunes. BZRK est la nouvelle série de Michael Grant, l'auteur de Gone. Un futur proche et une guerre pour le contrôle de l'esprit humain à retrouver chez Gallimard Jeunesse. BZRK, c'est l'abréviation de Berserk. Un livre finalement assez violent dans lequel s'opposent les tenants de l'ordre aux amoureux de la liberté. L'originalité, c'est que cette guerre se déroule à une échelle nanotechnologique. L'enfant de Vrobor est un conte destiné aux plus jeunes. Publié par Fans de Fantasy, écrit par Sylvie Van de Bosch et Jean-Marc Renaudy, ce récit entraînera les jeunes lecteurs dans un royaume enchanté où le peuple sylvain attend son sauveur. Ce livre est vraiment destiné à de jeunes lecteurs. Le divertissement prime et la cohérence passent au second plan. On apprécie d'ailleurs le fait qu'un tel ouvrage paraisse dans le domaine de l'imaginaire. L'attente d'Eleova de Marion Duick-Meyer est un roman destiné avant tout à un jeune public. Pourtant, le sujet abordé pourrait séduire une audience plus large. Un livre à découvrir aux éditions Les Lucioles. L'attente d'Eleova, destinée aux collégiens, sort définitivement des sentiers battus. Tout en racontant une histoire de fantaisie épique dominée par la figure étonnante de son héroïne, Eleova, le roman s'ancre dans le réel par le récit des mésaventures de Mariam. Mariam, c'est une jeune Française partie travailler quelque temps à New York et qui a du mal à s'habituer à cette nouvelle vie, loin de tous ses repères. Mariam, c'est surtout une jeune femme avide de découvrir la vie et qui soigne ses angoisses et ses peurs à travers ses écrits. Mariam et Eleova, les deux faces d'une même pièce, partagent les mêmes passions et les mêmes contraintes. Compte tenu du public visé, le pari était osé. Il est brillamment relevé. Une nouvelle dystopie à l'horizon. Le premier tome de Légende de Marie-Lou nous arrive chez Castelmore. On suit ici les aventures d'un voleur des bas-fonds et d'une surdouée apparatchik d'un régime totalitaire. Deux destins qui pourraient bien se mêler. On a ici une dystopie romantique à l'histoire d'amour assez convenue. L'univers est pourtant intéressant et mis en valeur par un procédé narratif dynamique qui alterne les points de vue. Comme Morgane et Seb sont des grosses feignasses, ils nous ont laissé le plus grand nombre de bouquins.
Voici la rubrique des suites. Alors pour commencer, le tome 3 de l'Oracle du Vent de Xavier Muller chez Gulfstream. Alors c'est un livre jeunesse, on retrouve les aventures de Jo. Et cette fois-ci, il a le choix entre porter secours, sauver Alex ou le monde. Cruel dilemme. Cruel dilemme. On a reçu Les Précepteurs d'Urgaia, la suite du dernier voyage de l'Albatros de Mark Feuermann. Ça se passe 9 ans après la fin du dernier voyage et les Gaïens sont toujours là. Ouais, comme quoi avec les religions on s'en sort jamais. Le crépuscule du cristal, c'est le titre du 2e volume des aventures d'Ilúvatar. Alors on retrouve en fait nos 5 aventuriers du tome 1 qui, après avoir tenté de mettre en forme une rébellion dans la capitale, après avoir lamentablement échoué en fait, essaiment dans le monde entier pour aller convaincre les autres sources du Yoltan de se réunir afin de ramener un peu de joie dans ce monde assez sombre. C'est plutôt plaisant, c'est plutôt bien fait, c'est assez dense quand même. Et c'est toujours orienté à l'envers? Ouais, c'est toujours un peu orienté à rebours, on ne sait jamais trop où on va. C'est plutôt pas mal quand même, c'est plutôt pas mal. Alors Fugitive, le 2e tome du Dernier Jardin, après Éphémère. Rin s'est échappée de son mariage forcé, mais elle a toujours une espérance de vie de 20 ans. Il va donc falloir qu'elle se dépêche si elle veut vivre heureuse. Donc une dystopie, un vocabulaire réduit dans les titres, c'est pour Seb. Sans elle, un ange vole moins bien. C'est le titre du 2e volume de J, les aventures de Cissy Anne Foyle. On retrouve tous nos anges et démons dans des aventures toujours aussi abracadabrantesques. C'est toujours assez fun à lire. Le seul petit reproche qu'on pourrait refaire, c'est finalement que c'est tellement drôle qu'on finit par perdre un petit peu le fil de l'histoire même. Mais bon, qu'est-ce qu'on se marre, c'est déjà ça. C'est un peu du Terry Pratchett avec des anges. Ouais, à la française quand même. Maginot Rasso, c'est le 2e tome du Dernier Apprenti Sorcier de Ben Aharonovitch, et on y retrouve l'univers londonien propre à cette série que l'auteur nous décrit avec beaucoup d'amour. Et il chasse quoi cette fois-ci, notre camarade? Alors il chasse un autre magicien noir qui fait des expériences pas terribles sur des animaux et des humains. Un peu un mix, tu vois. On retrouve nos dieux de rivière du précédent ou pas du tout? On les retrouve, mais moins importants. Cette fois-ci, on est plutôt dans le milieu du jazz, avec des caves bien enfumées et des musiciens bien alcoolisés. Et je suppose que, par contre, l'écriture de Aharonovitch est toujours aussi fluide et précise. Toujours. C'est un vrai plaisir. Olivier Gay est l'auteur du roman policier Les Talons hauts rapprochent les filles du ciel aux éditions du Masque. Il se lance dans le fantastique avec Le Boucher, roman bien sanglant publié chez Midgard. Bonjour, je m'appelle donc Olivier Gay, j'ai 33 ans, ça fait une vingtaine d'années que je suis à Paris, avant j'étais grenoblois. J'ai toujours été passionné par les littératures de l'imaginaire en général, la science-fiction quand j'étais adolescent et puis l'heroic fantasy un petit peu plus tard. Et donc depuis peu, j'ai quitté un travail en cabinet de conseil, donc absolument passionnant, pour l'écriture dans le domaine du polar et dans le domaine de la fantasy. Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé dans le polar et que je suis arrivé à l'heroic fantasy, et finalement c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai écrit un roman d'heroic fantasy, depuis que je suis jeune, j'écris dans le domaine de l'heroic fantasy, et c'est les éditions Midgard, et notamment Thomas Riquet et Thomas Bauduret, lorsque je leur ai présenté le roman, qui l'ont pris, et qui m'ont dit c'est intéressant parce que dans Le Boucher il y a une intrigue policière, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas également d'écrire des policiers? Donc j'ai essayé d'écrire un policier et c'est celui-là qui a été primé et qui a eu le prix des premiers romans. J'ai été très surpris, très content de l'accueil que j'ai eu sur les Talons hauts rapprochent les filles du ciel, dans le sens où il y a eu beaucoup de presse autour. Ce qui m'a beaucoup amusé et fait plaisir, c'est que ça a été beaucoup de magazines féminins, Elle, Cosmo, Biba, etc. Et du coup aujourd'hui, on a dépassé les 20 000 exemplaires en comptant les e-books. Et d'ailleurs, en termes d'e-book, on dit beaucoup que l'e-book est moribond en France, qu'il a du mal à démarrer. Il y a eu plus de 5 000 exemplaires vendus en e-book, donc ça marche bien également dans ce domaine-là. Alors en fait, pour moi, mon triptyque, vraiment les auteurs de fantasy que je préfère, c'est George Martin, donc avec Le Trône de Fer. Ça a été Robert Jordan, au moins pour ses premiers tomes de La Roue du Temps, et c'est David Gemmell. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai essayé plus ou moins, je pense plus ou moins inconsciemment, de faire une agrégation des trois. Et c'est vrai que de David Gemmell, j'ai emprunté tout le côté, justement, les personnages un peu épiques, les combats à 1 contre 10, la possibilité de rédemption qu'on retrouve dans son œuvre. De Jordan, alors plus ou moins réussi, mais en tout cas les personnages secondaires, les intrigues un peu amoureuses qu'il peut y avoir en filigrane.
Et puis de Martine, l'aspect sombre qui fait qu'effectivement on ne sait pas forcément si les personnages vont survivre à la fin d'un paragraphe ou à la fin d'un chapitre. L'idée de base est venue d'un livre dont on parle beaucoup qui est Le Prince de Machiavel, où en fait à la base toute l'idée, alors je suis désolé je spoil un petit peu Le Prince pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais l'idée de base c'est effectivement de se dire quand on dirige un royaume, qu'on veut garder les mains propres, on va prendre un personnage qui va faire tout le travail, tout le sale travail à notre place. Ce personnage va être un monstre qui va vraiment avoir une très mauvaise image auprès des gens. Et une fois qu'il aura fait tout le sale travail, une fois qu'il aura maté la région, on fera semblant de se rendre compte que c'est un monstre, on va l'exiler et on apparaît à la fois comme quelqu'un qui a eu les mains propres, comme le sauveur du peuple, et comme en plus une personne qui, grâce au travail de l'autre, a éliminé toute rébellion. Donc je suis parti de là et je me suis dit qu'est-ce qui se passe si jamais un personnage aussi monstrueux, exilé donc au fin fond du royaume, avait une fille, et qu'est-ce qui se passe si cette fille mourait? Et donc tout le livre, c'est effectivement la quête de cet homme qui maintenant a une cinquantaine d'années, d'où le parallèle qu'on peut faire avec Gemmel et ses héros un peu vieillissants, qui va revenir à la capitale, qui va revenir dans un empire qu'il ne connaît plus, pour réclamer vengeance. Pour moi, il y a vraiment deux types de fantasy. Il y a ce qu'on appelle la high fantasy avec un super accent, où on va trouver effectivement différentes races, des elfes, des nains, des prophéties, dans lesquelles il va y avoir des quêtes initiatiques, et qui sont peut-être plus justement sur un mode de conte, de fées pour adultes, et dans lequel il n'y a pas forcément de violence. Même d'ailleurs, quand on regarde la base, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, la violence est suggérée, mais il y a très peu de violence qui est vraiment mise en avant, vraiment décrite, et sur lesquelles les mots sont placés. Et puis il y a un modèle, donc encore une fois, dont George Martin s'est emparé, mais qui existait bien avant lui, dans lequel, donc vraiment la dark fantasy, dans lequel on va trouver finalement le Moyen-Âge tel qu'il est. Justine Niogret aussi, avec Chien du Haume, avec Mord le Bouclier. On trouve vraiment un domaine dans lequel on marche dans les tripes, on marche dans la merde, un coup d'épée ça fait mal. Et effectivement, quand on s'est fait couper un bras, il repousse pas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup vraiment ce côté réaliste qu'il peut y avoir dans ce domaine, dans ce style de fantasy, et c'est ça que j'ai essayé de mettre dans le boucher. Si vous aimez le sang, les tripes, la violence, les bouteilles renversées et les intrigues de cour, le boucher est fait pour vous. Le boucher se jeta vers la gauche. La lourde lame pulvérisa la chaise qu'il avait occupée quelques minutes avant. Ou bien était-ce quelques heures? Il n'avait plus aucune notion du temps. Sdarine était toujours effondrée dans un coin, immobile. Étrangement, il se prit à espérer qu'elle aille bien. « Alors c'est comme ça que nous allons le jouer, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en se penchant en avant. L'Espadon revenait déjà à l'attaque, beaucoup plus rapidement qu'il l'avait prévu en comptant sur la lourdeur de l'arme. Prenant sa propre épée à deux mains, il para le coup, dévia la lame vers le bas et dansa de côté. Trop lent, gladiateur, trop lent. Malgré sa bravade, ce fut un véritable effort que de maintenir son visage impassible. Son bras s'engourdissait. Il tendit son arme pour riposter, mais l'Espadon remontait vicieusement vers son torse. De nouveau, il dut interrompre son assaut pour esquiver d'une feinte de corps. Il sauta par-dessus la table et retomba souplement sur ses jambes. Le mobilier explosa sous l'impact de l'assaut suivant. « Tu te fatigueras bien vite de bondir partout. Tu cours trop. Tes jambes s'épuiseront avant mes bras, Rec. » L'Espadon s'abattit de nouveau. L'épée du boucher s'interposa au dernier moment. « Chante avec moi !» Rec baissa la tête alors que la lourde lame sifflait vers son visage. « Chante avec moi !» répondit l'autre en écho avant de tenter un coup d'estoc. « Chante avec moi, le sang et l'acier !» Un coup d'estoc. « Chante avec moi, le sang va couler !» Un coup de taille. « Je mangerai ton cœur !» Une feinte au visage. « Je boufferai ton foie !» Une parade, une feinte de corps. « Il n'y a qu'un vainqueur !» Un pas de côté, un assaut brutal, et ce vainqueur, c'est moi. Rec se fendit, frôlant la poitrine de son adversaire, mais le coup était porté de trop loin pour être réellement efficace. C'est moi! Coméral engagea brutalement le fer, repoussant son adversaire à l'autre bout de la pièce. Ils riaient tous les deux, chantant au rythme de l'acier. Ce mois-ci, laissez-vous séduire par la liberté de ton et l'audace permanente de Tony Beaufils dans Cantis, chez Argenios. C'est un vrai régal, laissez-vous faire et prenez du plaisir. Pour le mélange entre réel et imaginaire, je choisis La Tente d'Eleova. Pour cette émission, j'ai décidé moi aussi d'apporter des fleurs pour Alexandre.
Venez faire un tour dans le Londres magique de Ben Aharonovitch avec Maginot Rasso. Vous y retrouverez tous les éléments du premier tome, plus un magicien noir vraiment fou et des jazzmen bien imbibés. Ouais, venez. C'en est fini de ce Rêves écrits. Le site internet de l'émission est désormais opérationnel. Vous pourrez notamment y retrouver la liste des ouvrages défendus dans nos émissions, ainsi que les liens pour vous les procurer en ligne, que ce soit en version papier ou en version dématérialisée. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain sur No Life.